Te voilà donc dans le chapitre 5 d'Histoire, qui s'intitule Les États-nations européens et les conquêtes coloniales. Avant de passer à la vignette de la problématique et des premiers titres, je t'explique en quelques mots le but du chapitre. Tu as vu dans un premier thème en histoire cette année l'Europe et la domination qu'elle exerce sur le monde au XVIIIe siècle. Tu as vu que l'Europe avait été bouleversée également par la Révolution française et par l'Empire napoléonien qui avait suivi cette révolution. À la fin de la Révolution française, l'Europe tente, par le biais de ce qu'on appelle le Congrès de Vienne en 1815, l'Europe tente de revenir à ce qu'elle était avant la Révolution, notamment au niveau de ses frontières. Le problème, c'est que la Révolution a réellement fait pousser en Europe des idées qu'on appelle les idées nationales. Sur le modèle français, des peuples veulent obtenir leur propre État, leur propre pays, correspondant à leur nation. Or, et c'est par là que nous allons commencer le cours, tu vas voir que cela est compliqué, que ça prend du temps, et que ces nations qui se créent vont vouloir affirmer leur pouvoir par des conquêtes coloniales, c'est-à-dire par la mise en place de colonies outre-mer. Nous allons voir comment cela se déroule. Donc tu peux noter le titre de ce chapitre 5, Les États-nations européens et les conquêtes coloniales. Change de vignette pour arriver à la problématique que tu peux noter également. Problématique, comment s'affirment les nations et leur volonté de puissance au XIXe siècle. Passe à la vignette suivante, tu arrives sur la vision globale du grand 1 qui s'intitule « L'idée de nation en Europe ». Tu peux zoomer sur le grand 1 en changeant de vignette, tu le notes, grand 1, l'idée de nation en Europe. Et une fois que tu l'as noté, tu peux passer à la vignette suivante. La vignette suivante est le grand A, l'éveil des sentiments nationaux au début du XIXe siècle et le printemps des peuples. Une fois que tu as noté le titre du grand A, tu peux passer à la vignette suivante. La vignette suivante est une carte. Elle te montre ce à quoi ressemble l'Allemagne, qu'on appelle parfois encore le Saint-Empire au XVIIIe siècle, ce à quoi ressemble l'Allemagne après le Congrès de Vienne. Tu te rends compte que l'Allemagne n'existe pas. On trouve des royaumes, comme le royaume de Prusse, que tu vois en orange clair sur la carte, le royaume de Bavière, que tu vois en vert clair, plutôt au sud, le royaume de Wurtemberg, les États de Thuringe, le royaume de Saxe, etc., etc. L'Allemagne n'existe pas, c'est un ensemble de petits États qui se font face et qui sont parfois rivaux. Justement, tu vas voir qu'après les conquêtes napoléoniennes, Napoléon avait fait la conquête d'une grande partie de ces territoires, les choses ont tendance à changer un peu. Change de vignette pour arriver sur le document 1 qui s'intitule Le Catéchisme des Allemands. Ce texte a été écrit en 1809, en plein pendant la guerre contre l'invasion française de Napoléon, par Heinrich von Kleist, et ça s'appelle donc Le Catéchisme des Allemands. Je le lis suivant la lecture. Question. Quels sont tes ennemis, mon fils? Réponse. Napoléon, et aussi longtemps qu'il sera leur empereur, les Français. Question. À quelle tâche les Allemands, qui sont adultes, doivent-ils consacrer tout leur temps? Réponse. À établir le Reich, c'est-à-dire l'Empire, qui a été mis en pièces. Question. Et les enfants? Réponse. À prier pour qu'ils y parviennent. Question. Pour qui tiens-tu Napoléon le Corse, le célèbre empereur des Français? Réponse. Je le tiens pour un être détestable, pour le commencement de tout mal et la fin de tout bien. Question. Quand t'es-tu répété cela en silence? Réponse. Hier soir en me couchant et ce matin en me levant. Question. Et quand te le répéteras-tu? Réponse. Ce soir en me couchant et demain matin en me levant. Tu as donc là un texte qui montre que, en 1809, au début du XIXe siècle, pendant les guerres napoléoniennes, l'ennemi fait en fait s'unir les gens. Vous avez en fait des gens qui sont des Allemands, c'est comme ça qu'ils sont nommés à la troisième ligne du texte, qui vont s'unir face à un ennemi commun. Et cet ennemi commun, là, c'est Napoléon qui l'incarne. Et encore une fois, on le dit, tant qu'il sera leur empereur, également les Français. En fait, les Allemands se créent une identité par un repoussoir, c'est-à-dire un ennemi commun. En changeant de vignette, tu vas arriver sur un tableau, et dès que tu auras vu ce tableau, tu pourras passer sur le suivant. Il s'agit d'une série peinte par un peintre espagnol qui s'appelle Francisco Goya. Va à la vignette suivante. Le premier tableau que tu vois s'appelle le Dos de Mayo. Passe tout de suite à l'autre avant de revenir au premier tableau. En changeant de vignette, tu vois le 13 de Mayo, ce qui veut dire le 3 mai. Reviens sur la vignette précédente. La vignette précédente te montre l'insurrection, le 2 mai 1808,
en Espagne de la population face à l'occupation française. Tu vois des cavaliers qui sont désarçonnés. Ces cavaliers sont habillés de façon un peu particulière, tu le vois, ils portent des turbans. Ce sont des gens qu'on appelle les Mamelouks. Les Mamelouks étaient des troupes que Napoléon avait ramenées d'Égypte suite à une campagne victorieuse qu'il mena donc en Afrique à la fin du XVIIIe siècle. Ces Mamelouks sont désarçonnés par la population locale. Tu peux te rendre compte que le premier est en train d'être tué à coups de couteau par un Espagnol, et les autres essayent de se frayer un chemin, donc sur leurs chevaux à coups de sabre, au milieu d'une foule qui essaye donc de les désarçonner. Ce tableau de Goya montre donc une insurrection contre la présence française en Espagne en 1808. Tu peux changer de vignette pour aller vers le tableau qui s'appelle donc le 13 de Mayo. 13 de Mayo parce que le lendemain de cette insurrection, la répression de l'armée française est féroce. Sur ce tableau, tu vois un groupe de soldats, un personnel de dos penché sur leurs armes pour viser, qui mettent en joue et vont exécuter un groupe d'Espagnols. Tu te rends compte que ce groupe est constitué autour d'un personnage central, qui est, tu le devines peut-être, agenouillé, les bras écartés, comme presque un Christ, une chemise blanche qui éclaire la scène, et d'ailleurs tu peux voir que la lumière vient d'une lanterne qui est au pied du soldat et qui éclaire totalement donc les condamnés qui vont être exécutés. Tu vois derrière eux un homme qui sera certainement le prochain sur la liste, qui lui est éploré, il a les mains qui cachent son visage, et au premier plan de la scène, tu peux voir les morts de la fusillade précédente, et un homme, agenouillé également, les mains jointes en position de prière, le crâne rasé, peut-être qu'il s'agit là d'un moine, on distingue d'ailleurs derrière quelque chose qui peut ressembler à un village ou à un monastère, peut-être, en tout cas la répression des Français. Cela te montre là aussi un autre aspect finalement de ces États-nations du XIXe siècle. L'ennemi, encore une fois, là le français, toujours, les guerres napoléoniennes obligent, on se crée une identité par l'ennemi. C'est quelque chose qui peut être assez important. Tu peux donc passer à la vignette suivante pour noter la trace écrite. Les guerres menées par la France napoléonienne au début du XIXe siècle amènent la montée des sentiments nationaux dans les territoires envahis. La violence des guerres et des occupations soude les peuples contre l'envahisseur. Les peuples se définissent un ennemi commun. En changeant de vignette, tu vas voir qu'il y a aussi une autre façon d'envisager les choses. Regarde le document numéro 2 qui s'intitule « La nation allemande en marche ». C'est un poème de Ernst Moritz Arndt en 1813. Là aussi, on est à la fin de l'occupation française, mais la présence française est encore dans les mémoires et elle sert encore de repoussoir pour les différents habitants des États allemands. Voilà ce qu'il dit. Je fais la lecture, suis avec moi. Qu'on ne parle plus d'Autriche et de Prusse, de Bavière et de Tyrol, de Saxe et de Westphalie, mais de l'Allemagne. Quelle est la patrie d'un Allemand ? Dis-moi, quel est ce grand pays ? Aussi loin que la langue allemande résonne et chante la gloire de Dieu dans les cieux, c'est là qu'est ta patrie, capable d'une colère qui anéantit la futilité gauloise, où tout Français est l'ennemi, où tout Allemand est un ami. La voilà, ta patrie, c'est l'Allemagne tout entière. Tu réalises là que l'ennemi est encore le français, on se définit encore par rapport à lui, mais il y a d'autres choses qui définissent dans ce texte également ce qui forme la nation. Tu as par exemple la langue, c'est ce que te dit le poète aussi loin que la langue allemande résonne, mais aussi la religion, et chante la gloire de Dieu dans les cieux. Ce sont des sentiments identificateurs qui peuvent servir effectivement à se définir contre un ennemi. En Espagne également, par exemple, la religion catholique a pu servir de repoussoir face à un empire et une révolution française vue comme irreligieux, comme impie. D'ailleurs, tu as pu voir sur le tableau le 13 des Maillots qu'au premier plan, ça n'est pas pour rien que Goya a représenté certainement un moine. Passe à la vignette suivante pour noter la trace écrite. Par ailleurs, des points communs tendent à unir les populations d'un territoire. Cela peut être une langue partagée, comme dans les États allemands, ou la religion en Espagne. Ces éléments d'identification permettent l'éveil du sentiment national. Il n'y a pas que ça qui permet l'éveil du sentiment national. Ça prend du temps. D'autant plus que, je te le disais, en 1815, une fois que Napoléon est battu, le Congrès de Vienne, qui réunit tous les souverains et chefs d'État européens, à l'exception de la France, qui est malgré tout représentée, essaye de revenir aux frontières d'avant la Révolution française.
Bien évidemment, c'est compliqué, même si retracer des frontières n'est pas très difficile. Ce qui est compliqué en revanche, c'est que des peuples qui ont pu se sentir unis à un moment donné entendent finalement un son de cloche très différent, où on leur dit cette idée que vous avez, vous la laissez de côté, la révolution est terminée, et on revient à ce qu'il se passait avant. Ça n'est pas possible. Et en changeant de vignette, tu vas arriver sur une carte. Cette carte, elle te montre les révolutions en 1848. En effet, une grosse trentaine d'années après la fin des guerres napoléoniennes, l'Europe va être touchée par une vague révolutionnaire très importante. Le mouvement révolutionnaire, il part essentiellement de Paris au mois de février, et il va se répandre après un peu partout en Europe. Si tu regardes bien, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Espagne et du Portugal, l'Italie, ou en tout cas les États qui la composent, est touchée, l'Empire d'Autriche également, et les États allemands vont être secoués par une révolution. Cette révolution, elle est liée notamment aux revendications nationales. En changeant de vignette, tu vas voir un texte qui a été écrit par Karl Schulz au début du XXe siècle, et dans lequel il se remémore ce qu'il a vécu à 19 ans en participant aux événements de 1848 en Allemagne. Donc tu es sur ce texte qui s'appelle le Mouvement national allemand. J'en fais la lecture, suis avec moi. À 19 ans, Karl Schurz participe aux événements de 1848 en Allemagne. Je fais la lecture, suis avec moi. Le Mouvement national allemand. À 19 ans, Karl Schurz participe aux événements de 1848 en Allemagne. Déçu de la répression finalement menée par la Prusse, il s'exile aux États-Unis en 1852, où il devient un homme politique influent. Un matin, vers la fin de février 1848, j'étais assis paisiblement dans le grenier qui me servait de chambre, quand soudain, un ami se précipita hors d'haleine dans la pièce et s'exclama « Quoi ? Tu es assis là ? Tu ne sais donc pas ce qui est arrivé ? Non, quoi ? Les Français ont renversé Louis-Philippe et proclamé la République !» Quelque chose, forcément, devait ici arriver aussi. Il était question des libertés publiques et des droits des citoyens. J'étais persuadé qu'enfin était arrivé le moment de donner au peuple allemand la liberté qui était son droit naturel, et à la patrie allemande son unité et sa grandeur. Lorsque mon professeur agita le drapeau aux 3 couleurs, en prédisant pour la nation allemande libre un grand avenir, on assista à un déchaînement d'enthousiasme. Les gens applaudissaient, criaient, s'embrassaient, pleuraient. En un clin d'œil, la ville fut pavoisée de drapeaux. Dans ce texte, tu le vois, Karl Schurz, qui est un jeune homme à l'époque, dit bien qu'il s'agit là, avec ces révolutions, de 2 choses. Il y a d'abord l'influence française, effectivement, et la proclamation d'une république. Ça, c'est une influence extérieure. Mais quand tu regardes bien, la question, justement, des libertés publiques et des droits des citoyens apparaît bien également en Allemagne. Et la deuxième chose, c'est la liberté du peuple allemand. L'auteur parle d'un droit naturel qui permettrait aussi de donner à la patrie allemande son unité et sa grandeur. Et c'est son professeur qui parle d'ailleurs de la nation allemande qui s'incarne dans le drapeau aux 3 couleurs, noir, rouge et jaune, qu'agite le professeur, et c'est ces couleurs que l'on retrouve dans la ville, qui est évoquée à la fin par Karl Schurz. En changeant de vignette, tu vas voir une peinture qui date de la même époque, des années 1850, et qui montre justement une allégorie de la République. Cette République, c'est la statue blanche que tu as au premier plan. Elle est un espèce de symbole de mélange entre Marianne et puis une espèce de préfiguration justement de la statue de la Liberté, avec, tu le vois, une plaque qu'elle tient dans sa main droite sur laquelle il est inscrit « Droits de l'homme ». Tu peux voir que la population qui défile à ses pieds porte des drapeaux. Tu distingues à gauche le drapeau français, mais tu as aussi au premier plan le drapeau allemand, tu as le drapeau des 2 Siciles, et tu as aussi le drapeau autrichien. Alors ce drapeau autrichien, c'est le drapeau qui est au centre, il est comme le drapeau allemand, c'est-à-dire noir, rouge et jaune. Ce n'est pas celui que tu connais aujourd'hui, mais à l'époque, l'idée justement de nation en Autriche, elle est très souvent, du point de vue en tout cas des Français, puisque c'est un Français qui a fait ce tableau, indissociable de l'Allemagne. Et puis tu remarqueras que au premier plan, au pied des personnages, tu as les symboles de l'ancien monde, tu as des armoiries, puis tu as des couronnes qui ont été piétinées justement par ces républiques qui sont en train de se créer.
Dans les faits, la révolution de 1848 n'amènera pas à la création de républiques partout. En France, une république se crée, mais elle sera de courte durée, puisqu'elle sera remplacée au bout de 4 ans par un empire. Et dans le cas de l'Allemagne, la république ne dure absolument pas. Même chose pour les deux Siciles. Néanmoins, ces révolutions, elles contribuent à ancrer dans les populations européennes l'idée de nation, et l'idée que chaque nation doit avoir un État. Tu peux changer de vignette pour aller vers la trace écrite. En 1848, une révolution partie de France contamine une grande partie de l'Europe. Ces mouvements révolutionnaires demandent plus de liberté, mais pas uniquement. Dans les territoires où les nationalités sont partagées en plusieurs États, les peuples demandent que les États correspondent aux nationalités. C'est le printemps des peuples. Tu peux changer de vignette pour aller vers la vision globale de ton grand B. Tu peux zoomer sur le titre. Ce grand B s'intitule « L'Europe des nations ». Nous allons passer assez vite dessus, mais c'est vraiment la conclusion de ce grand 1, l'idée que, progressivement, l'Europe se couvre de nations. Voici donc une carte que nous avons déjà évoquée, c'est celle de l'Europe de 1815 au Congrès de Vienne. Tu peux voir que si l'Espagne, l'Angleterre, la France n'ont finalement que peu changé, on voit également des États qui sont beaucoup plus nombreux au centre de l'Europe. L'Empire ottoman, qui est au sud-est, est bordé par une petite Serbie, par également l'Empire d'Autriche, bien évidemment, et puis le royaume de Lombardie. Le royaume de Piémont se trouve également au nord de l'Italie. La Toscane est indépendante, les États de l'Église, le royaume des deux Siciles. Bref, l'Italie est une multitude d'États, même chose pour l'Allemagne, comme on l'avait vu, avec le royaume de Prusse, ou par exemple le Palatinat, la Bavière, etc. Cela te montre que dans l'Europe de l'après-Napoléon, en 1815, on a des États très nombreux et qui recouvrent parfois plusieurs nationalités. En changeant de carte, tu peux voir justement comment ces États, qui sont parfois donc très explodés, très éclatés, vont au bout d'un moment se réunir. Regarde la vignette suivante. Elle te montre deux cartes concernant l'unité italienne et l'unité allemande. Tu as tout d'abord les débuts de l'unité italienne qui apparaissent entre 1859 et 1854. Les différents États italiens vont, sous l'égide du royaume de Piémont-Sardaigne, s'unir. Cette union prend du temps, elle n'est généralisée qu'en 1870 avec l'acquisition de Rome que tu vois sur la deuxième carte. Ce que tu as sur l'Italie en vert, c'est Rome, c'était les États pontificaux, donc qui appartenaient directement au pape, et qui font partie intégrante de l'Italie en 1870, la Vénétie, c'est-à-dire la région de Venise, ayant été intégrée en 1866. Le même phénomène se passe pour l'Allemagne. C'est le royaume de Prusse qui entame véritablement, à partir de 1865, une absorption des autres États allemands. Tu as des annexions qui se situent finalement vers le nord en 1866, et puis d'autres territoires qui vont former ce qu'on appelle le Deuxième Reich, ça veut dire le Deuxième Empire, en 1871. D'ailleurs, certains territoires, comme l'Alsace et la Lorraine, seront pris à la France après une guerre qui aura été assez courte. Donc, dans les années 1860, tu as l'apparition en Europe de deux États qui sont l'Italie et l'Allemagne, qui n'existaient pas auparavant. Ces deux pays font leur union, ce qui fait qu'au début du XXe siècle, on a une carte de l'Europe qui est bien évidemment très différente de celle que tu avais pu voir en 1815. Si tu changes de vignette, tu as effectivement la carte de l'Europe en 1914 qui apparaît. On est véritablement à la fin du programme d'histoire de 4e, on est 100 ans après la fin des guerres napoléoniennes, et tu peux te rendre compte que les États dans lesquels tu as encore des minorités qui n'ont pas de nationalité, ce sont les grands empires. Tu as par exemple, dans l'Empire d'Autriche-Hongrie qui apparaît en orange et en jaune, les Tchèques, les Slovaques, les Roumains ou les Serbes. Tu as du côté de la Russie, avec Saint-Pétersbourg pour capitale, les Finlandais, les Polonais, les Lituaniens ou les Ukrainiens, qui n'ont pas encore d'État à eux. On se retrouve avec cette idée de nationalité qui est encore présente et qui, tu le verras, sera encore utilisée après la Première Guerre mondiale. Tu vas pouvoir changer de vignette pour arriver vers la trace écrite que tu peux noter. Entre 1815 et 1914, la carte de l'Europe a évolué pour donner des États aux peuples qui la composent. Ainsi, les États allemands et italiens se sont unifiés pour donner naissance à deux grands pays.
Dans l'Europe du Sud et les Balkans, les nationalités dominées par l'Empire ottoman sont parvenues à obtenir des États. Seuls les empires autrichien et russe sont encore composés de nationalités différentes. Tu vas changer de vignette pour arriver à une dernière phrase qui fait office de transition avec la deuxième partie. Ce sont ces grands États européens en pleine expansion économique avec la révolution industrielle qui vont se constituer des empires coloniaux. Une fois que tu as noté ça, tu peux changer de vignette pour arriver sur la vision globale du début de ton grand 2. Zoom sur le titre. Grand 2, les nations à la conquête d'empires, les colonies. Et nous allons commencer par une étude de cas. Tu peux changer de vignette pour aller sur le grand A. Grand A, l'Algérie, de la conquête à la société coloniale. En changeant de vignette, tu arrives d'abord sur une carte. Cette carte, elle te montre d'une part une chronologie et puis bien évidemment une géographie de la conquête algérienne. La conquête algérienne débute en 1830 quand le roi de France Charles X décide, pour des raisons de protection des côtes méditerranéennes, de prendre ce qui constitue à l'époque une province de l'Empire ottoman. Les Français débarquent en 1830 à Alger, qu'ils prennent. Dans un premier temps, ce sont les villes qui sont conquises, Oran, Bougie ou Bonn, sur la côte méditerranéenne jusqu'en 1835. Et puis progressivement, la conquête se fait vers le sud, difficilement d'ailleurs, de 1835 à 1847, avec les zones montagneuses qui sont conquises, et puis on avance de plus en plus jusqu'en 1870. Il y a 3 départements français qui sont d'ailleurs créés en 1848, puisque l'Algérie est intégrée au territoire français. En changeant de vignette, tu peux apercevoir une peinture très connue en France qui te montre ce qu'on appelle la prise de la Smala d'Abdelkader. La résistance, effectivement, à l'invasion française, elle est réelle. Les populations locales, en particulier kabyles, ont tendance à résister. Et puis, un émir, qui s'appelle Abdelkader, va opposer une véritable résistance aux Français, et il faut attendre de nombreuses années avant que, d'une part, Abdelkader soit fait prisonnier, et d'autre part, que l'Algérie soit pacifiée. Ce n'est pas avant 1871, soit 41 ans après le début des conquêtes, que l'Algérie sera véritablement pacifiée. Tu peux donc changer de vignette pour noter la trace écrite. La colonisation de l'Algérie débute en 1830 avec le débarquement des Français à Alger, province de l'Empire ottoman. Les Français progressent du nord au sud en prenant d'abord les villes. La résistance des populations locales est réelle. Si l'Algérie devient colonie française en 1847, il faut attendre 1871 pour que le pays soit totalement pacifié. La colonisation violente menée par l'armée française du général Bugeaud se heurte aux résistances des Kabyles ou celles menées par l'émir Abdelkader. En changeant de vignette, tu vas pouvoir te rendre compte en regardant un plan d'Alger que l'arrivée des Français a justement pour conséquence de transformer les villes. Le plan d'Alger que tu as là est un plan qui date du XXe siècle. Néanmoins, il te permet de voir que Alger va être finalement prise comme une ville européenne. On trouve par exemple une gare qui apparaît en noir au centre. Tu te rends compte que le port est également aménagé. On a une prison civile et puis on a un lycée et une caserne. On essaye d'imposer la présence française par l'administration, par l'éducation et aussi, bien évidemment, par l'armée. C'est ce que te montre ce plan. Mais on a aussi finalement des transports modernes, avec la question du train, avec le port qui est aménagé, et donc un développement économique. Ce développement économique, bien sûr, il se fait au profit de la métropole. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. L'Algérie est développée, mais comme s'il s'agissait, malgré les départements français, d'une colonie. En changeant de vignette, tu peux voir justement une image qui est très connue de cette époque de colonisation algérienne, qui te montre un enseignant faisant la classe à des petits garçons algériens. Et tu peux lire ce qu'il y a écrit sur son tableau noir, « Mes enfants, aimez la France, votre nouvelle patrie ». Il y a aussi finalement la volonté d'acculturer les populations conquises en faisant de bons petits Français. Alors attention, n'allez pas imaginer que ces gens obtiendront la nationalité française, ce sera très 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 compliqué, et dans les faits, seuls quelques-uns pourront y prétendre, et sans être complètement assimilés à des citoyens français. En tout cas, le territoire algérien va être colonisé, c'est-à-dire qu'il y a une population d'origine européenne qui va arriver en Algérie, qui va accaparer, ça veut dire prendre les terres, pour les mettre en valeur.
Le document suivant te montre justement ce qu'on appelle un almanach. L'almanach, c'était comme un calendrier, une forme de calendrier agenda qui là date, tu le vois, de 1893. Il s'agit de l'almanach du petit colon. Le colon, en l'occurrence, c'était le personnage assis au premier rang. Le colon, c'est celui qui colonise, qui met la terre en valeur. D'ailleurs, le petit colon, tu le vois, c'est aussi le titre du journal qu'il a sur les genoux. Cette image, elle te montre justement comment l'Algérie va être développée à cette époque-là. Ce colon, c'est d'abord un agriculteur. Tu vois qu'il porte une tenue qui est une tenue de travail, avec une pelle sur laquelle il appuie son bras, et puis on trouve juste derrière lui des épis de blé qui ont été fauchés, et puis sur la gauche de l'image, au niveau de la date 1893, des vignes. Tu as du raisin blanc et derrière le colon, du raisin noir. Donc tu as une mise en valeur qui est une mise en valeur classique finalement de l'agriculture méditerranéenne. Et puis tu vois aussi que cette agriculture, elle exploite finalement les populations locales, puisque derrière, le berger qui entraîne ses moutons à l'écart est en tenue traditionnelle. Cela montre bien que c'est lui qui travaille pour le colon. Et puis tu as au-dessus l'image d'une ville qui pourrait être Alger, avec un port moderne et des bâtiments qui ont l'air tout autant. Mais on ne s'y trompe pas, on n'est pas en Algérie, on est bien en France. La lune qui est là bien évidemment comme symbole de ce qu'on peut trouver en Algérie, qui est un symbole musulman, mais là ça n'est pas le cas bien évidemment. La lune, elle est devant un drapeau qui est un drapeau français. Il s'agit donc bien d'un territoire qui a été exploité et qui est exploité au profit d'une métropole. Tu peux changer de vignette pour noter la trace écrite qui suit. La présence française transforme l'Algérie, en tout cas dans les villes. La France entend faire bénéficier sa conquête des nouveautés de la révolution industrielle. Les Européens s'installent en Algérie, où ils accaparent les terres et les cultivent. La société qui se met alors en place est inégalitaire, même si sur le plan légal, les indigènes peuvent demander à devenir français. Tu peux changer de vignette pour aller vers la dernière partie du cours. Il s'agit de la vision globale du grand B. Tu peux changer de vignette pour zoomer sur le titre que tu notes dans ton cahier. Grand B, un monde dominé par les Européens. En changeant de vignette, tu trouves d'abord une carte. Cette carte, c'est celle des possessions coloniales européennes en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Tu as, tu le vois, une grande partie de l'Afrique et une partie de l'Asie et une grande partie de l'Océanie qui appartiennent à des nations européennes. On voit essentiellement deux couleurs se détacher. Le rouge pour les possessions britanniques et le bleu pour les possessions françaises. Comme ce sont deux nations anciennement constituées, qui sont puissantes au XIXe siècle, elles se sont lancées très tôt dans les conquêtes coloniales. Sachant qu'en plus, ces conquêtes, par exemple pour le Canada, pour les Anglais, est une conquête qui date du XVIIIe siècle. Même chose, par exemple, pour les îles de Guadeloupe et de la Martinique, pour la France. C'est surtout dans la période qui suit les guerres napoléoniennes que l'Angleterre, par exemple, va chercher à se constituer un empire. Cet empire, il se développe notamment au niveau de ce qu'on appelle les Indes, que tu vois en Asie. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement que de l'Inde. Aujourd'hui, par exemple, il s'agit du Pakistan, du Bangladesh, de l'Inde, de la Birmanie. C'est-à-dire un immense ensemble qui couvre plusieurs millions de kilomètres carrés. La France, elle, va essentiellement, tu l'as vu à partir de 1830, se concentrer sur l'Algérie, mais aussi sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Ce que tu as au sud de l'Algérie, AOF, signifie Afrique occidentale française. Elle va également tenter l'aventure en Asie en faisant la conquête de ce qu'on appelle l'Indochine, qui s'appelle aujourd'hui le Vietnam. Donc ce sont essentiellement les deux pays qui ont fait des conquêtes. Tu peux t'apercevoir que ce ne sont pas les seuls. Les Espagnols, bien évidemment, ils possèdent toujours quelques territoires, même s'ils sont peu nombreux, héritage de la colonisation donc de l'Amérique à partir du XVIe siècle. Les Italiens ont démarré très en retard et ils se contentent de la Libye en Afrique et de la Somalie. Les Allemands, eux, ayant démarré encore plus tard, ce sont deux territoires africains, l'Afrique orientale allemande et le sud-ouest africain, qui sont colonisés. Les Belges, eux, disposent d'un grand ensemble au centre de l'Afrique qui s'appelle le Congo. Les Hollandais, enfin, possèdent les Indes néerlandaises. Il s'agit aujourd'hui de ce qu'on appelle l'Indonésie. Donc une grande partie de l'Afrique et de l'Asie est colonisée par les Européens. Cela assoit véritablement la domination européenne sur le monde. Tu peux changer de vignette pour aller vers la trace écrite. À partir des années 1830, les Européens se lancent dans la conquête de territoires asiatiques et africains. Le mouvement prend de l'ampleur dans les années 1870.
La conférence de Berlin de 1884-85 fixe les conditions de la colonisation par une grande puissance. Pour l'acquérir, un État doit occuper un territoire. Commence alors une course aux colonies où la France et l'Angleterre ont une avance considérable. En France, l'idée coloniale, elle va être défendue en particulier par la République. C'est la Troisième République qui va se faire, ce qu'on peut appeler le chantre de la colonisation. Il y a un personnage notamment qui a un rôle tout à fait fondamental dans la colonisation, c'est celui que tu peux voir sur la vignette suivante. En changeant de vignette, tu vois un homme dont tu ne connais peut-être pas le visage, qui va te faire sourire certainement, à cause de cette barbe un peu particulière qui ne couvre pas le menton ni les lèvres supérieures, qu'on appelle des favoris, et donc qui poussent le long des joues. Cet homme, tu as déjà entendu son nom, c'est Jules Ferry. En France, la figure de Jules Ferry est une figure très populaire, notamment pour ce qui concerne son rôle dans l'éducation. En effet, Jules Ferry est à l'origine, en 1883, de lois qui portent son nom et qui vont rendre l'instruction publique, gratuite et obligatoire et laïque. Donc tu as quelqu'un qui apparaît comme un républicain éclairé. Et pourtant, Jules Ferry, tu vas voir, quand il parle de la colonisation, il a une vision qui est finalement pour nous choquante, de l'ordre des choses, de ce que doit être finalement le rôle des nations, et notamment le rôle des grandes nations, des nations civilisées comme la France, face à des peuples qu'il considère comme inférieurs. En changement de vignette, tu vas pouvoir justement voir un texte qu'il prononce au Parlement en 1885, à l'époque où la France commence justement à faire des conquêtes en Asie. J'en fais la lecture, suis-le avec moi. On peut rattacher le système d'expansion coloniale à 3 ordres d'idées. À des idées économiques, à des idées de civilisation, à des idées d'ordre politique et patriotique. Les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Je dis que la politique coloniale de la France, celle qui nous a fait aller sous l'Empire à Saïgon en Cochinchine, celle qui nous a conduits en Tunisie, celle qui nous a amenés à Madagascar, s'est inspirée d'une vérité. Une marine comme la nôtre ne peut pas se passer sur la surface des mers d'abris solides, de défense, de centres de ravitaillement. Concrètement, ce qu'est en train d'expliquer Jules Ferry, c'est que la France peut aller civiliser des races inférieures. On est dans quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui, tout bêtement, du racisme. Et puis, il est aussi très pragmatique, Jules Ferry. Ce qu'il dit, c'est que avoir des points d'appui un peu partout dans le monde, ça donne une puissance réelle à la France. Et puis, sur le plan économique, c'est très intéressant également de pouvoir s'accaparer des richesses d'autres territoires pour s'enrichir. Voilà ce qu'il dit. Et dans les journaux de l'époque, par exemple, c'est ce qui va être montré. Tu as, par exemple, sur l'image qui suit, la volonté de montrer que la France, c'est elle qui arrive et qui apporte une forme de lumière aux autres peuples, qui l'accueillent d'ailleurs, tu le vois pour certains, mains ouvertes. Cette image est intéressante car elle montre un certain nombre d'éléments. D'abord, elle montre que la France ancre sa politique coloniale dans une idée de progrès, de civilisation, mais aussi de commerce. Et puis, cette idée coloniale est ancrée dans une histoire. Tu t'aperçois effectivement que derrière l'espèce de personnage central qui incarne une république guerrière, république armée, puisqu'elle porte une armure, une épée et un bouclier, tu as derrière des soldats. Le soldat qui se trouve derrière le bouclier est habillé comme les troupes coloniales qui, au XIXe siècle, font l'essentiel des conquêtes de la France. Mais de l'autre côté, tu as 2 soldats qui portent des drapeaux qui sont ceux de la monarchie. Et ils sont d'ailleurs habillés comme des soldats du XVIIIe et du XVIIe siècle. L'idée, c'est donc bien de montrer que le processus de colonisation, c'est un processus qui est ancien et un processus qui touche différents continents. En effet, tu te rends compte qu'au bas à gauche de l'image, c'est un homme en tenue de spahi, c'est-à-dire un nord-africain qui est assis, alors qu'à ses côtés, tu as un homme noir qui représente, lui, le Sénégalais. De l'autre côté, ce sont des Asiatiques qui sont représentés. Au premier rang, un Annamite, c'est-à-dire quelqu'un qui vit au Vietnam actuel, et puis, devant lui, mains ouvertes, quelqu'un qui correspond davantage à la caricature qu'on peut se faire à cette époque-là en Europe de l'Indien. Et en l'occurrence, là, de l'Indien enturbané, donc plutôt d'un sikh. Mais tu as une vision très guerrière de cette colonisation qui, encore une fois, va apporter la richesse
à ces peuples, et aussi finalement le progrès, c'est d'ailleurs tout le programme du bouclier. La vignette suivante te montre un peu la même chose. Tu as cette fois une république, une allégorie de la République, avec son bonnet phrygien, qui apporte la lumière d'une part, on voit le halo qui lui ceint la tête, et puis en même temps, la prospérité et l'abondance. Elle porte dans sa main, effectivement, un symbole dit de corne d'abondance, dont s'échappent, tu le vois, des richesses. Et puis, devant elle, des paysans marocains, c'est ce qui est marqué sous le titre donc, de cette couverture du petit journal, qui reçoivent ces richesses et en même temps qui reçoivent de l'éducation, puisque, regarde, l'un d'entre eux est en train de lire un livre. Derrière, en arrière-plan, un soldat français habillé en blanc donne des ordres à des troupes coloniales. Donc on a bien là, justement, la volonté de montrer que la France est dans une mission civilisatrice auprès des peuples qu'elle colonise, mais que cette mission civilisatrice se fait aussi, effectivement, par la guerre. Le soldat est toujours présent quand il s'agit d'illustrer, justement, la colonisation. Tu peux donc changer de vignette pour arriver à la dernière partie de ce cours, c'est la dernière trace écrite que tu notes sur ce chapitre. Les causes de l'expansion coloniale sont multiples. La volonté de prestige des peuples européens liée au développement du sentiment national. Chaque pays veut montrer sa puissance par ses conquêtes. On cherche aussi, dans les colonies, des marchés pour l'industrie européenne et des matières premières. Enfin, les pays européens sont convaincus de la supériorité de leur civilisation face à des peuples qualifiés d'inférieurs. Jules Ferry insiste ainsi sur l'obligation morale de civiliser ces peuples. Tu en termines donc avec ce chapitre d'histoire. Tu vas pouvoir te lancer dans l'exercice d'écriture qui lui est associé et que tu as reçu sur Pronote et sur l'ENT. Et on se retrouve mardi prochain.